Bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir démarrer, faire le lancement du nouveau cycle Léonard en partenariat avec SOA sur la Blue Economy. C'est vraiment un honneur d'être avec vous ce soir et de lancer cet événement. Dorénavant, on va se retrouver tous les mois, au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin, sur des thématiques différentes de la Blue Economy. Ce premier événement avec SOA, Sustainable Ocean Alliance, qui est notre partenaire, un organisme à but non lucratif basé à San Francisco. Depuis 2014, ils accompagnent des sujets, des projets, des entrepreneurs sur les projets bleus, donc les projets à impact positif pour les océans. On s'est connus avec SOA et Léonard il y a déjà quasiment un an. Et l'objectif, c'était vraiment de porter cette thématique haut en couleur. Léonard, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Et pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on a vraiment l'habitude d'organiser ce genre de débat, ce genre de rencontres. Cependant, ce soir, c'est un petit peu différent d'habitude. Je dirais que c'est un événement un peu exceptionnel, et ce, en 3 points, je dirais. Les thématiques de Léonard, de manière globale, tournent autour du futur des villes, des territoires, des infrastructures. Donc, en fait, quelque part, si on le ramène à l'échelle de la planète, on débat sur à peu près 30% de la planète. Ce soir, c'est un petit peu différent. On va augmenter le scope et on va débattre sur 70% de la planète, 70% qui est du coup la surface couverte par les océans. Et je pourrais presque dire 100, parce que quand on parle des océans, on parle de la planète entière. Voilà. En ce qui concerne le deuxième point, vous allez le voir, on a vraiment des speakers de haute volée, tant par le parcours personnel, tant par le parcours professionnel, mais aussi par les ambitions qui sont portées. Vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Et le troisième point, qui est presque un peu plus humoristique pour Léonard, c'est que cet événement est retraduit en anglais, en direct. Ce n'est pas toujours le cas dans les événements, notamment franco-français. Donc, on est vraiment fiers de dire que cet événement, il n'est pas que pour la France, il n'est pas que pour l'Europe, mais il est pour le monde entier. Donc, welcome for the one who are following this event in English. I'm really happy to have you with us today. So, on peut revenir à notre sujet qui est la Blue Economy. Donc, qu'est-ce que la Blue Economy? Vaste sujet. Je suis sûre qu'ici, dans la salle, mais également en ligne, il y a des experts, j'en doute pas. Il y en a d'autres qui le sont sûrement un petit peu moins. Et si je rajoute l'aspect durable, l'aspect soutenable, là, j'en ai perdu la moitié. Donc, vraiment, avec SOA, l'objectif, c'est que vous compreniez les enjeux de la Blue Economy. Alors que vous soyez incollable en 1 heure, je pense que c'est un peu ambitieux, mais en tout cas que vous en ayez cerné le périmètre, que ce soit sur les thématiques, mais aussi sur les acteurs qui sont présents sur ces sujets. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous faisiez peut-être partie de la Blue Economy sans le savoir, et ça peut arriver, et j'en ai déjà rencontré. Voilà. Donc, ça va être le moment de lancer la première partie de cet événement. J'invite à me rejoindre Geneviève Ponce, directrice et vice-présidente du think tank européen Jacques Delors. Je vous laisse introduire ce sujet. Merci beaucoup. Merci, merci Ludivine. Merci à Léonard de nous accueillir dans ces locaux que je découvre à cette occasion. Merci aussi à Sustainable Ocean Alliance que j'ai la joie de connaître depuis quelque temps, et je fais partie de leur comité consultatif global. Voilà, merci à tous d'être là à notre écoute. Ludivine, au fond, a déjà dit l'essentiel. L'océan, c'est plus que 70% de notre planète. Hein, c'est vraiment une planète bleue. C'est 70,8. Et si vous considérez vraiment l'interaction entre les eaux intérieures et l'océan, et que vous voyez la planète Terre pour ce qu'elle est, vous voyez que c'est un ruissellement et que l'océan y occupe une place absolument essentielle. Donc cette place de l'océan sur notre planète bleue, les dirigeants en sont de plus en plus conscients.
son rôle dans la régulation du climat, son rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, son rôle dans la vie, tout simplement, la vie de notre planète est compris et la communauté internationale se mobilise. Catherine Chabot, qui est ici avec nous, a été avec moi et beaucoup d'autres au sommet Un Océan, One Ocean Summit de Brest, qui a été organisé par la présidence française de l'Union européenne à l'initiative du président Macron, je dois dire, avec une efficacité tout à fait remarquable que l'on doit notamment à l'ambassadeur français de la mer et de l'océan, Olivier Poivre d'Arvor. C'est un exemple très très récent et qui montre que cette prise de conscience est en train de monter. Alors, il n'y a pas que les dirigeants qui s'en rendent compte. Il y a beaucoup d'entre nous et il y a heureusement les investisseurs, les industriels et, comme vous allez le voir, un acteur important au niveau européen qui est la Commission européenne. Si je suis ici avec vous, c'est parce que j'ai fait partie pendant plus de 2 ans de la mission que nous avons finalement appelée Étoile de mer 2030, Starfish 2030, qui est une mission lancée par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe et qui vise à restaurer l'océan et le milieu aquatique d'ici 2030. Alors, je vous rassure, nous n'y arriverons pas d'ici 2030, mais nous ferons en sorte d'aller aussi vite que possible puisque cet enjeu est tout à fait vital. Alors, il faut que je vous en dise un petit peu plus sur ce qu'est la mission Océan en général. Ensuite, je vous parlerai de l'un des objectifs, l'un des 5 objectifs de la mission Océan, qui est une économie bleue durable. Et pour finir, je vous parlerai de ce que nous considérons comme les 3 enjeux fondamentaux pour réussir cette transition vers une économie bleue durable. Donc tout d'abord, cette mission Starfish 2030, c'est l'une des 5 missions qui ont été lancées dans le cadre du programme Horizon Europe. Ces missions visent à mobiliser autour d'objectifs très ambitieux l'ensemble des parties prenantes, y compris les citoyens. Donc vous avez les missions, sur 5 de ces missions, 4 ont des objectifs environnementaux. Il y en a une sur la santé des sols, il y en a une sur l'adaptation des villes au changement climatique, il y en a une en général sur l'adaptation au changement climatique, et puis la nôtre, si j'ose dire, la mission qu'on appelle aussi en abrégé Océan. Et finalement, vous en avez une qui a un objectif différent, mais lié, qui est la mission de lutte contre le cancer. Donc voilà, des objectifs très ambitieux et l'idée, c'est d'arriver à mobiliser la recherche, l'innovation et tout ce qui va avec, tout l'écosystème qui va avec, c'est-à-dire aussi, bien sûr, la finance, pour aller vers ces objectifs et sensibiliser les citoyens. Donc, je pense que vous avez sous les yeux l'étoile de mer et que vous comprenez comment nous avons raisonné. Très vite, nous avons eu, dès notre première réunion, j'avais invité la personne qui était en charge de l'environnement marin chez WWF Europe. J'avais moi-même dirigé WWF Europe pendant quelques années. J'avais recruté cette personne. Et c'est une scientifique, elle est arrivée à notre première réunion avec un objectif, la régénération. Et cet objectif est devenu notre objectif central. Et pour arriver à cette régénération ou cette restauration, mais régénération est peut-être encore plus fort, on s'est rendu compte qu'il fallait agir dans de très nombreux domaines. Parmi ces domaines, vous avez bien entendu la science. La science, la connaissance, le partage des connaissances à travers l'éducation, l'information. Ça, c'est une première chose.
Ensuite, vous avez la gouvernance. Si vous avez une gouvernance inefficace, quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas ou ça ne marchera pas très bien. Et puis, vous avez de l'action de protection directe, protéger des milieux qui sont bien choisis, bien ciblés et bien les protéger, ça fait faire des progrès considérables. Vous avez la lutte contre les pollutions, bien sûr, et enfin, donc, ce 5e objectif qui va nous occuper aujourd'hui, qui est l'économie bleue. Mais tout ça est lié, tout interagit. Et vous verrez que pour que l'économie bleue prospère, il faut qu'il y ait en même temps une bonne gouvernance, qu'il y ait en même temps de l'innovation, qu'il y ait en même temps du financement. Donc tout ça interagit. Donc c'est la deuxième chose que je voudrais voir avec vous, quels sont les objectifs que nous poursuivons en matière d'économie bleue. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais prendre trois têtes de chapitre. Tout ce qui est décarbonation, bien entendu, tout ce qui est zéro pollution, et puis finalement, pour que tout ça fonctionne, une gouvernance améliorée. Alors, en ce qui concerne la décarbonation, nous avons de nombreuses actions qui sont prévues et qui sont proposées par cette mission, et elles vont être testées dans ce que nous appelons un projet phare. Alors ça, c'est un élément que j'ai oublié de vous donner dans ma première partie en vous parlant de la mission. La mission va s'opérer, va se traduire dans les faits en 2 phases. Dans une première phase, à travers ce que nous appelons des projets phares, et ces projets phares, ce seront à la fois géographiques, par bassin versant, et thématiques. Donc, par exemple, lutter contre les pollutions, ça va être d'abord testé en Méditerranée, qui est la mer, ou en tout cas l'une des mers du globe les plus polluées, en particulier en ce qui concerne la pollution plastique. En ce qui concerne la décarbonation, l'économie bleue décarbonée, ça va être testé dans un projet phare baltique. Donc cette première phase des projets phares s'étendra jusqu'en 2026. Elle a déjà commencé, 2021, c'est le moment où a été lancée la mission par la Commission européenne. Donc la Commission européenne a repris à son compte les propositions de la mission et ça va donc s'étaler de 2021 à 2026. Ensuite, ces propositions qui auront été testées au niveau de ces bassins versants seront étendues au reste de l'Europe. Donc, pour revenir à la décarbonation, les propositions qui sont faites par la mission seront testées dans le cadre du projet phare en mer Baltique. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Des ferries qui seront propulsés par des batteries, par de l'hydrogène ou par de l'ammoniac, par exemple. Ensuite, des solutions technologiques de réduction des émissions pour les ports et les infrastructures. Ce seront des choses qui seront abordées ici dans le cadre de cette opération Léonard SOA un peu plus tard. Ensuite, sur les installations d'énergie propre en mer, entièrement circulaires et non polluantes. Enfin, sur le développement de puits de carbone marins et d'eau douce. Toujours dans le cadre du développement d'une économie bleue durable, neutre en carbone et circulaire, la mission vise également à développer les énergies marines renouvelables. Le projet phare en mer Baltique développera, évaluera et réduira les risques liés aux solutions technologiques pour l'énergie propre des océans et l'énergie éolienne, ainsi que leur connexion aux infrastructures.
Donc voilà, ça vous donne une idée de décarbonation. Je n'ai pas tout abordé. Il y a aussi un volet très important sur l'aquaculture propre, par exemple, mais je vous ai donné des exemples qui sont un petit peu plus pertinents compte tenu des centres d'intérêt de Léonard. Ensuite, donc deuxième grand objectif en matière de décarbonation et d'économie, en matière d'économie bleue durable, c'est la lutte contre les pollutions. De façon un peu symbolique, nous parlons de zéro pollution. Mais la mission, si ça vous intéresse, vous pourrez vous y plonger, fixe des objectifs qui sont tout à fait chiffrés et en pourcentage et dans le temps, des objectifs qui sont aussi ambitieux que possible pour la réduction de la pollution plastique, de la pollution chimique, quelle que soit son origine, des eaux usées, etc. Donc tous les types de pollution. On a besoin de recherche et d'innovation pour prévenir, minimiser, éliminer et remédier à ces pollutions qui nuisent à la santé de notre océan, mais aussi de toute la vie qui habite l'océan et à notre propre santé. Si on prend l'exemple du plastique, c'est 14 millions de tonnes de plastique qui finit son parcours chaque année dans l'océan. Je vous parlais d'un ruissellement tout à l'heure. Si vous oubliez malencontreusement votre bouteille en plastique au sommet du Mont Blanc, vous avez une chance très importante qu'elle finisse sa course en Méditerranée. Ce sera juste une question de temps. Donc la mission soutient la recherche de substituts aux polluants, la conception circulaire des produits, la réutilisation des déchets et toutes les solutions techniques pour éliminer les polluants persistants. Alors, en Méditerranée, qui est la zone de test où l'on va commencer et où l'on va commencer en se centrant sur la pollution plastique, la mission va viser notamment à mettre en place un système de surveillance des principales sources et flux de pollution. Et ce que l'on constatera, ce que l'on testera en Méditerranée sera ensuite appliqué ailleurs. Donc voilà, c'est ce deuxième volet en ce qui concerne l'économie décarbonée, la lutte contre les pollutions. Alors, comme je vous le disais d'entrée, si on veut que ça marche, il faut une gouvernance adéquate. Catherine Chabot, qui est là avec nous, fait partie des députés européens, des membres du Parlement européen, qui sont en faveur d'une gouvernance renforcée de l'océan, et en particulier d'une gouvernance qui soit à l'image de l'océan, qui soit holistique, qui soit systémique, qui soit interdépendante. Alors ces idées-là, en tant qu'Institut Europe Jacques Delors, nous les avons développées dans une publication récente que je vous invite à découvrir, et nous les avons pour l'instant développées au niveau européen, et nous nous attaquerons bientôt au même sujet à l'échelle internationale. Très important de faire de l'océan un élément structurant des politiques publiques, tout comme des actions privées, des actions des investisseurs comme des industriels. Alors c'est un élément, pour que ce soit un élément structurant, il faut que les organisations elles-mêmes le reflètent. Par exemple, au sein de la Commission, il faut qu'il y ait un vice-président clairement identifié pour être en charge de l'océan et pour orchestrer tout ce qui contribuera à la santé de l'océan. De même, au Parlement européen, il y a un embryon de ça avec un intergroupe qui s'appelle CIRICA, mais il faut renforcer ces structures dans chacune des institutions, y compris au Conseil des ministres européens, de façon à ce que toutes les manettes sur lesquelles il faut agir pour s'assurer que l'océan et l'hydrosphère sont en bonne santé soient à disposition des responsables. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne les objectifs en termes d'économie bleue de la mission. Troisième et dernière partie, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Quels sont les tremplins? Quels sont les moyens d'atteindre cet objectif? Il y en a d'après nous trois essentiellement: l'investissement, l'innovation et la formation. Alors en ce qui concerne l'investissement, nous avons aujourd'hui
avec nous dans ce panel, dans le panel qui va très vite intervenir désormais, nous avons deux investisseurs. Nous avons la BPI et nous avons un fonds d'investissement bleu. Alors, ils connaissent ces questions beaucoup mieux que moi. Ce qui a été fait au niveau de la mission, ça a été essentiellement d'analyser quels sont les obstacles. Et les investissements dans l'économie bleue, ils sont freinés par les besoins de l'économie globale et ils sont redirigés vers d'autres priorités qui sont jugées plus urgentes ou plus rentables. Et les études menées sur le soutien des investissements en faveur du développement durable de l'économie bleue montrent que les PME ont des difficultés à financer leurs investisseurs en raison de l'asymétrie de l'information entre elles et les investisseurs, de l'absence de certains types d'actifs pouvant servir de garantie pour les prêts et de la préférence des investisseurs pour les opérations de financement plus importantes en raison des économies d'échelle que ces opérations plus importantes suscitent. Donc, je suppose que ces personnes qui sont là parmi nous seront là pour nous dire comment on peut surmonter ces obstacles et comment on peut favoriser l'investissement dans une économie bleue durable. La mission Starfish, de son côté, propose d'agréger des fonds publics et des fonds privés pour soutenir le verdissement, si j'ose dire, de l'économie bleue européenne. Et enfin, elle propose de mettre sur la table beaucoup d'argent, puisqu'elle réserve déjà, dès septembre 2021, dès la première phase, 700 millions d'euros pour le financement direct de 3 programmes, Horizon, donc Horizon Europe avec 344, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche avec plus de 200 millions et InvestEU avec un peu moins de 150 millions. Et puis aussi, en nature, l'équivalent de presque 2,5 milliards d'euros de Copernicus. Copernicus qui produit notamment des données qui sont très précieuses pour la sauvegarde de la planète bleue. Ensuite, donc deuxième tremplin indispensable, l'innovation. Alors, il n'est pas surprenant, sachant qu'il s'agit d'une mission dans le cadre d'Horizon Europe, donc de fonds de recherche et d'innovation, que la mission Océan mette un accent très important sur l'innovation dans tous les secteurs. L'innovation va jouer un rôle central dans l'accélération des transitions nécessaires. Et en fait, il va s'agir de convertir les connaissances, d'accélérer la conversion des connaissances en innovation. Je vais vous donner un exemple de ces innovations qui a été illustré par Pascal Lamy, qui est l'autre vice-président d'Europe, Jacques Delors, qui a été illustré par lui à Brest. C'est le jumeau numérique de l'océan, Digital Twin Ocean. C'est un projet qui est européen, mais qui est en harmonie avec un projet mondial qui est porté par l'UNESCO dans le cadre de la décennie mondiale de la science de l'océan de l'UNESCO. Et l'idée, c'est de réaliser une réplique numérique de l'océan dans toutes ses dimensions à l'aide de l'intelligence artificielle et de le mettre au service de tous les grands enjeux qui sont les nôtres, le climat, la biodiversité, l'acidification, etc. Tout ce qui est une préoccupation ou la montée du niveau de la mer avec une nécessité d'adaptation au changement climatique. Donc, les données qui seront données par ce jumeau digital faciliteront l'adaptation, par exemple l'adaptation côtière et la conception d'infrastructures. Donc, par exemple, pour Vinci, qui est très lié à Léonard, c'est quelque chose qui sera très important. Enfin, la formation, on aura besoin de nouvelles compétences, on aura besoin de compétences interdisciplinaires, on aura besoin d'interaction entre l'université, les autorités publiques, l'industrie. Donc, pour ça, il faudra harmoniser les programmes universitaires, il faudra créer ce fonds de compétences au niveau européen. Et pour cela, la mission propose un Erasmus bleu. Voilà, je conclus en vous disant que
investissement, innovation, formation sont les clés de la réconciliation entre intérêt économique et intérêt écologique. Et ce que nous espérons, c'est que la mission Starfish, traduite dans les faits, sera un accélérateur incroyable pour cette réconciliation. Et donc aux entrepreneurs comme aux investisseurs, je dis « do not miss the boat ». Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Geneviève Ponce, exercice brillamment relevé, beau chapeau sur les prochains événements. Maintenant, j'invite enfin les autres experts que je vais inviter. Catherine Chabot, donc députée européenne, ex-déléguée à la mer et au littoral, navigatrice, journaliste et membre du CESE. Christian Lim, donc co-managing partner à Swen Blue Ocean, et Émilie Garcia à la direction de l'innovation de la BPI en charge des sujets climat ESG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous avoir tous autour de la table, chacun avec un périmètre assez différent au final, intégré à la Blue Economy, mais d'une manière qui est bien singulière. Pour démarrer cette table ronde, je vais déjà vous laisser vous présenter chacun. Et en même temps, j'aimerais savoir s'il y a un point dans la keynote qu'on vient d'avoir de Madame Geneviève Ponce. Est-ce qu'il y a un point qui vous a étonné, un point sur lequel vous avez envie de rebondir, quelque chose qui vous a interpellé? Voilà, ce sera le mot pour débuter notre table ronde. Je commence. Eh bien, d'abord, merci pour votre invitation. Et bonjour à tous et à toutes. Et toujours heureuse de retrouver Geneviève Ponce parce que je fais partie du fan club de la mission Starfish, à la fois comme députée européenne aujourd'hui, mais aussi, vous nous demandez de nous présenter un petit peu. C'est vrai que moi, j'ai vécu plusieurs vies dans ma vie, mais ça fait 20 ans que j'ai arrêté la compétition à la voile. Et vraiment, depuis 20 ans, à cause des déchets que j'ai déjà vus il y a 30 ans, au large de l'océan, que je suis engagée. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on prend enfin la mesure aujourd'hui, mais en fait, il est vieux, il est ancien. Et à l'époque, on n'avait pas du tout, on commence tout juste à penser comment on va fermer le robinet de tous les déchets qui vont à la mer. Et donc, depuis 20 ans, moi, ce qui m'a intéressée, ce sont les solutions. Et je trouve que, et donc dans mon parcours, j'ai moi-même, ayant été dans la navigation, la compétition, j'ai beaucoup été dans l'innovation. Et je sais à quel point quand on a des contraintes, et je peux vous dire qu'en course au large, on a des contraintes devant nous, en fait, ça fait émerger énormément, ça fait gamberger l'être humain qui est terriblement innovant finalement. Si je vous donne juste cette image, qu'il y a 20 ans, quand j'ai arrêté la compétition, même si Éric Tabarly nous avait dit qu'il était un grand marin, qu'un jour les bateaux voleraient, jamais on n'aurait imaginé qu'ils voleraient réellement et que tous les bateaux du Vendée Globe voleraient. Aujourd'hui, le bateau que j'ai fait construire en 98 pour mon deuxième Vendée Globe, qui a été le plus rapide de sa génération, ou l'un des plus rapides, il est obsolète aujourd'hui. Il a bouclé, il a le record du nombre de tours du monde en solitaire, mais il est obsolète parce qu'aujourd'hui, les bateaux volent et on a réussi, parce qu'il y avait la contrainte à la fois de la longueur, de la hauteur de mât, etc., et parce qu'il fallait aller vite, à trouver des solutions. Et donc, cet acquis de la compétition m'a donné la conviction que face aux grands défis devant lesquels nous sommes, défis climatiques, défis de perte de la biodiversité et plein de défis, on est dans une période... on en connaît encore d'autres aujourd'hui. On est en capacité de relever ces défis. Je peux vous dire aussi que même l'expérience de la navigation en solitaire, parce que quand on est seul, on n'a pas le choix et on trouve les solutions, me donne la conviction que cette transition est possible. Donc ça, c'est un premier point. J'ai aussi dans mon parcours, je suis une enfant du Grenelle de la mer en 2010-2009. La communauté maritime française s'est réunie autour de la conviction que la mer est l'avenir de la terre, et je crois que Geneviève l'a un petit peu l'a illustré, et la mission Starfish illustre tout
que la mer peut engendrer, le formidable potentiel aussi qu'on a devant nous. Et moi, je trouve ça formidable que Vinci et avec Léonard, vous vous interrogiez sur quel peut être notre rôle et comment aborder ces défis. Ce qui me rend optimiste, c'est quand je regarde, parce que je trouve qu'on n'avance pas assez vite, mais malgré tout, si je regarde depuis tout ce qu'on est en train de voir émerger, tout ce que vous financez aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans la mission Starfish, on le disait déjà au moment du Grenelle de la mer. Mais il a fallu une dizaine d'années pour que finalement, cette acculturation arrive, pénètre la société. Et donc, voilà, moi, je trouve que la mission Starfish est un vrai est absolument formidable parce qu'elle synthétise tout ça et l'approche par le ruissellement, par la régénération me semble extrêmement pertinente. Voilà, alors moi j'ai envie de rebondir sur un point, puisque je pourrais rebondir sur tout, il y aurait tellement de choses à ajouter, mais pour réaliser cette transition, d'abord avoir vraiment en tête, et ça on en reparlera, que les infrastructures et tout ce qu'on va développer en mer, que la vie en mer, elle se reproduit dans la bande côtière. Donc il se passe, cette interface entre la terre et la mer est extrêmement importante. Mais que pour avancer dans ces innovations, pour voir émerger le formidable potentiel de développement économique, on est sur une réunion, sur un événement sur l'économie bleue et tout le potentiel que ça engendre, il faut développer des pilotes. On a besoin de pilotes. Parce qu'on a justement, et ça a été, c'est le sujet sur l'innovation qui a été développé par Geneviève, qui me semble absolument il me semble absolument important d'avoir en tête que quand on va financer des projets, quand on doit avoir des projets phares, on a besoin d'expérimenter, on a besoin d'engager des spirales positives, etc. Et moi-même, j'ai essayé de lancer des pilotes et ça n'a pas été facile parce que je pense que j'étais un petit peu en avance sur. J'en ai lancé il y a 20 ans et il y a encore 10 ans. Mais on a besoin de pilotes et on a aussi besoin de pilotes à des petites échelles et de faire du transfert de technologie. C'est-à-dire que, par exemple, la course au large, je ne cesse de le dire, et on le voit avec le projet Canopée dans lequel vous êtes chez BPI notamment engagé, avec le développement avec Hero, vous allez en parler, je suppose. La course au large est c'est un exemple formidable creuset d'innovation. Et elle peut beaucoup apporter, la course au large, au transport maritime. Ça fait des années que je le dis. Et aujourd'hui, on voit que des marins comme François Gabard ou comme Michel Desjoyaux ont créé au sein de leur structure, ils ont des bureaux d'études et ils commencent à s'intéresser et à accompagner les acteurs du transport maritime dans le développement de solutions de manière à renforcer l'efficacité énergétique des navires, à réduire à accélérer la décarbonation avec de la propulsion vélique, etc., qui est complémentaire. Et on remet du bon sens là-dessus. Mais moi, voilà, un premier message que j'ai envie de passer, c'est qu'il faut faire confiance aux porteurs de projets innovants. Beau message et qui nous parle vraiment chez Léonard. Notamment, on a plusieurs programmes d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, et c'est vraiment des choses qu'on essaye d'inculquer en valeur et en culture. Donc, merci beaucoup. Je retiens l'innovation comme étant le mot phare par rapport à la keynote de Madame Ponce. Christian ? Merci, Ludwig. Donc, pour me présenter, donc je suis donc le directeur d'un fonds qui s'appelle Blue Ocean. C'est un fonds de venture capital, donc on investit dans des startups et des startups qui ont des innovations qui contribuent à régénérer la santé de l'océan. Donc on va chercher à la fois, et je pense que vous avez beaucoup mentionné le mot, à la fois un impact systémique et obtenir des retours de marché compétitifs. Simplement parce qu'on pense que en fait, c'est la combinaison des deux qui est la plus puissante. Une société qui a un impact potentiel important et en même temps peut mobiliser du capital privé pour se déployer, c'est celle qui va pouvoir réaliser son potentiel le plus rapidement possible. Et pour être un peu plus spécifique, on cherche des solutions aux trois grandes problématiques des océans, qui sont donc les solutions à la surexploitation de l'océan, donc plutôt principalement à la surpêche,
Deuxièmement, les solutions à la pollution de l'océan, donc la pollution plastique, mais pas uniquement, la pollution par l'agriculture, qui crée des zones mortes immenses dans l'océan, ou la pollution sonore, par exemple. Dans le troisième volet sont les solutions au changement climatique qui sont basées sur l'océan, donc notamment, par exemple, la décarbonation du transport maritime. Alors juste pour, donc c'est un fonds, je ne sais plus si j'ai donné la taille, mais voilà, aujourd'hui on a un fonds de 95 millions d'euros et on est en train d'avancer pour atteindre une cible de 120 millions d'euros. Voilà, donc, et on a, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des investisseurs déjà à la fois institutionnels, hein, comme la BPI, mais aussi Ifremer. Donc c'est pas un investisseur neutre, c'est un investisseur qui connaît l'océan. Donc c'est vraiment un partenariat entre l'investissement et du coup la science et l'innovation. Et puis on a aussi des banques, des assurances, des fonds de pension, ce qui veut dire que c'est un sujet qui, peut-être il y a 20 ans, préoccupait une frange un peu étroite de la société, mais aujourd'hui est en train de rentrer dans le mainstream. C'est-à-dire qu'on a vraiment des fonds de pension qui vont mettre l'argent des retraites dans ce genre de choses. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et on a aussi des grands family office de toute l'Europe et de l'Amérique aussi, des États-Unis, qui ont investi dans ce fonds. Donc on voit bien que ce sujet-là, en fait, nous connecte. Voilà, il a pu être né en France, être porté en France, mais finalement, il nous connecte, comme l'océan, il nous connecte avec toutes les parties du monde. Donc voilà, ça c'est sur ce qu'on fait. Après, juste pour expliquer pourquoi en fait on a créé ce fonds. J'ai un moment donc dans ma carrière, j'ai investi dans l'innovation et notamment j'ai vu des innovations qui étaient intéressantes pour l'océan. Et ça m'a beaucoup touché parce que, en fait, depuis que je suis enfant, je pratique l'apnée. Et donc, j'ai développé cette relation très personnelle, très directe avec l'océan, où sans fioriture, pas d'équipement, c'est juste soi et l'environnement marin. Et donc, voilà, j'ai développé cette conscience aiguë des grands enjeux océaniques. Voilà, donc quand est apparue l'opportunité de pouvoir investir pour répondre à ces grandes problématiques, ça n'a pas pris longtemps pour prendre la décision de se lancer dans cette aventure. Voilà, et sinon, peut-être un point qui m'a touché en fait dans ce que vous avez dit, Geneviève, c'est le fait que la Commission européenne, en fait, se soit donné, enfin à travers la mission, soit donné comme objectif la régénération de l'océan. Moi, depuis que je suis lancé dans ce projet, je suis beaucoup battu pour qu'on ne parle pas que d'économie durable parce que je pense comme beaucoup, je ne suis pas le seul, mais qu'on est vraiment allé. Pendant longtemps, on a parlé de conservation. En fait, c'est devenu ça aussi inadéquat comme terme, puisque qu'est-ce qu'on va conserver maintenant qu'on a détruit une très grande partie de l'océan. Donc, c'est plus de la conservation dont on a besoin, c'est vraiment d'aller au-delà. La durabilité, c'est un peu la même chose, c'est pas assez ambitieux, mais la régénération, c'est vraiment ce qu'on doit viser. Et je trouve que à ce niveau-là, on se soit donné cet objectif-là, c'est un signal très très fort et qui, je pense, nous aidera vraiment à porter ce message de façon beaucoup plus large au niveau qui est adéquat. Voilà. Merci beaucoup. Émilie ? Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Émilie Garcia. Donc je suis responsable climat ESG au sein de la direction innovation de BPI France. Donc BPI France, on est la banque publique d'investissement et notre rôle, donc, c'est de financer et accompagner les entreprises de toute taille et tout secteur de leur anté-création jusqu'à leur fin de vie transmission. Pour ce faire, on a 6 grands métiers au sein de la maison pour suivre vraiment tout le continuum de financement. On va avoir vraiment le métier de l'innovation pour aider justement la création de start-up avec des subventions, des avances récupérables vraiment sur l'amont. Ensuite, on a le métier du financement où là, on est vraiment en cofinancement sur des prêts plus classiques avec les autres banques. Le métier de la garantie, justement pour inciter les banques à aller vers des projets plus risqués qu'habituellement. Le métier de l'investissement où là, donc, on va investir en effet dans des entreprises donc, de toute taille et de tout secteur.
et également du coup avec une activité indirecte de fonds avec lequel, comme tu disais Christian, on intervient entre autres avec Zen Capital. Le métier du coup de l'international, donc le financement à l'export et aussi avec nos partenaires du coup Business France. Et enfin, le métier de l'accompagnement, où là vraiment pour accompagner du coup tous nos clients, nos entreprises avec de la mise en relation, BPI France Université, des mises en réseau et des programmes d'accélérateurs, de promo d'entreprises pour les faire croître, grandir, soit sur des thématiques, soit régionales ou sur différentes thématiques. Voilà un peu pour la présentation globale. On a implémenté du coup une cinquantaine de directions régionales et chacun de ces métiers est implémenté en région pour être au plus proche de nos clients. On a lancé un plan climat il y a de ça 2 ans, donc conjointement avec la Banque des Territoires, parce qu'en effet, on se dit que du coup, donc le climat, c'est vraiment une des principales préoccupations, donc qui doit être pour tout le monde. 3 grands piliers dans ce plan climat. Le premier vraiment dédié sur la mise en transition des entreprises, comment on va faire pour accompagner nos clients à limiter leur empreinte carbone. Un deuxième pilier vraiment lié sur le financement et développement des ENR. Et le troisième sur le soutien aux offres de solutions Green Tech. Pour ce faire, du coup, on a déployé différents types de dispositifs de financement et d'investissement spécifiques, beaucoup sur la mise en transition en termes justement d'accompagnement, des mises en place de climatomètres, de différents diagnostics, de décarbonation, de diag éco-flux justement pour aider un peu les entreprises à se situer, quantifier un peu les choses et mettre des plans d'action en place. Différents accélérateurs, comme je vous le disais, qu'on a mis en place sur les déchets, la décarbonation. Différents prêts aussi, des prêts verts, prêts économie d'énergie, etc. Et côté investissement, on a du coup différents fonds dédiés. On a notre fonds Ecotech, on a le fonds SPIP sur la partie justement start-up industrielle, on en a sur des éco-matériaux, voilà, différentes thématiques. Donc voilà un peu pour la présentation globale. Donc moi, alors beaucoup de choses m'ont marqué dans l'intervention et un seul mot, du coup c'est dur d'en choisir qu'un seul. Les idées que je retiens, c'est vraiment c'est cette image de ruissellement dont tu parlais, puis cette image de bouteille plastique, on voit de l'Everest qui redescend. Je trouve ça vraiment assez parlant. Ce poumon bleu, évidemment, essentiel. Les mots de décarbonation, de dépollution qui sont vraiment clés et que nous, on voit vraiment de plus en plus côté innovation. Maintenant, on peut pas avoir une start-up, un projet qui emploie pas ces mots-là. Même France 2030, on en parlera tout à l'heure, on a vraiment un objectif de 50% des fonds doivent être sur la décarbonation. Et donc, évidemment, le mot innovation qui va être clé de toutes ces innovations techno, d'usage ou autres qui vont nous permettre d'aller dans le bon sens et entre autres sur cette thématique des océans, pareil, on en reparlera après sur tout ce qui est le transport maritime, les traitements des pollutions, etc. Beaucoup de sujets. Merci beaucoup. Geneviève, si par hasard vous vouliez revenir sur un petit point, je vous laisse. Mais sinon. Non, normalement, c'est bon, je crois qu'elle n'ai pas besoin, j'ai déjà un micro. Non, juste comme Catherine, Christian, Émilie se sont un peu présentés, juste pour dire quelques mots, j'ai commencé très tôt à m'intéresser à l'océan. Enfin, c'est Christian qui m'a fait penser que moi aussi je dois vous raconter ça. Moi, je suis née en Tunisie et mon père, qui était né en France, était un amoureux de ce pays et il emmenait sa famille à l'époque, mes 3 frères et moi, à la mer, mais comme on le faisait à l'époque en Tunisie, découvrir des plages vierges. Alors c'était de l'eau limpide, c'était du sable blanc et c'était beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et c'est vrai qu'encore maintenant, quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais à la mer, où que ce soit d'ailleurs. Hein. Et malheureusement, ces plages-là, maintenant, elles sont polluées. Pas seulement les plages de Tunisie, de mon enfance, mais un peu partout dans le monde. Je crains malheureusement que ce ne soit partout dans le monde. Les plages sont polluées. J'ai vu en plongeant, parce que moi aussi je plonge dans le triangle de corail avec WWF, j'ai vu des flots de plastique. Si vous allez sur le petit îlot de Bunaken, qui est un paradis de plongeurs, il
vous voyez des tortues magnifiques en dessous. Si vous levez la tête, vous risquez de voir les flots de plastique qui sortent du port de Manado. Donc, partout dans le monde, on est confronté à cette pollution. Quand on a aimé, quand on aime infiniment la mer, comme c'est mon cas depuis que je suis toute petite, ça fait mal. Ça fait mal. Et la mer, elle fait partie de nous. Et donc, on doit tous réagir face à ça et stimuler toutes nos qualités, toute notre inventivité, toutes nos capacités et finalement, disons le mot, tout notre argent. C'est là qu'il sera le mieux employé. Et donc, voilà, je suis contente qu'il y ait parmi nous deux investisseurs qui sont de tailles différentes. Hein. La BPI est de taille assez considérable et je pense que pour Christian, votre fonds est va encore grandir, mais vraiment, c'est un impératif fondamental et urgent. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose parce que à vous écouter, moi aussi j'ai commencé par ma passion de la mer, elle vient de la plongée sous-marine aussi. Je crois que d'avoir été en contact avec le milieu, c'est ce qui a vraiment nourri notre passion. Alors moi c'était pas la Tunisie, c'était Roscoff et la Bretagne Nord, Finistère Nord, qui est une région où les fonds marins sont pas les mêmes. Et moi j'ai eu la chance, papa aussi nous emmenait, c'est pareil. Et quand on a commencé à la plongée sous-marine après avoir fait de l'apnée pendant longtemps, de découvrir, d'être au pied des laminaires que l'on apercevait du haut, c'était terriblement impressionnant et je voyais que ça grouillait de vie, et par la suite, mais par contre, dès ces années-là, quand j'étais jeune, alors je pense qu'on a à peu près le même âge, Geneviève, je ne sais pas, mais c'était pas des plastiques, c'était pas des déchets. Si, on commençait à avoir des déchets sur les plages. En revanche, c'était quand on allait sur les plages, c'était du cambouis qu'on avait sur nos. Et pourtant, ces plages nous paraissaient vierges. Et à l'époque, c'était vraiment les dégazages des navires qui croisaient au large, qui répandaient des boulettes de mazout sur les plages. Et c'est quelque chose qu'on a réussi de manière incroyable quand même à terriblement réduire. On en trouve beaucoup moins. Alors on en trouve aujourd'hui quand il y a des marées noires, il y a des accidents et on en trouve encore en Méditerranée parce que la France a réussi au large de ses côtes, enfin sur ses côtes, grâce à une législation qui donne beaucoup de pouvoir aux préfets maritimes à vraiment interdire et à régler ce problème. Donc, on est en capacité de régler un problème de la même manière que sur la régénération. Moi, je suis comme vous, j'aime beaucoup ce mot-là. Même dans l'initiative que j'en parlerai après, on a lancé un programme régénération. Mais j'ai envie d'évoquer ce qui s'est passé quand on a développé en Méditerranée, là où on a mis une station d'épuration, là où il y avait un émissaire qui emmenait tous les déchets à la mer, eh bien c'est à côté de la Seine-sur-Mer. Il y a un film dans les années 30 il y a 30 ans qui a été tourné, pas dans les années 30, il y a 30 ans qui a été tourné. La mer était morte. Enfin, il y avait plus de c'est les scientifiques qui avaient tourné ça et ils sont retournés 20 ans après l'installation de la station d'épuration et la mer, la régénération s'était faite. Ouais. Et c'est Patricia Ricard qui préside l'Institut océanographique Paul Ricard qui raconte volontiers cette histoire et l'un des scientifiques de l'Institut. Et aujourd'hui, donc, il y a de belles histoires. On est en capacité vraiment d'inverser l'orientation. Il faut savoir que, puisqu'on est en train de parler d'économie bleue, si la mer est polluée, c'est le tourisme qui est impacté, c'est la pêche qui est impactée. Or, la moitié du chiffre d'affaires lié à la mer, c'est le tourisme côtier qui le réalise. Il faut comprendre que on n'a pas de développement économique. Alors si, on peut faire naviguer des bateaux pour transporter des boîtes, mais on n'a pas, et on peut faire développer des énergies marines, mais il y a tout un pan de l'économie qui est lié à la mer, qui a absolument besoin que la mer soit en bonne santé. C'est une condition à notre avenir avec la mer. C'est vraiment des sujets qui interpellent et moi je me pose la question, notamment Léonard, Vinci, infrastructures maritimes, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ces sujets. Est-ce concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, quel est le bon positionnement? Quels sont les bons projets? Quelle est la bonne innovation? Est-ce que vous avez des exemples?
Ah, moi, je ne sais pas qui commence, mais moi, j'en ai plein. J'en ai plein à citer parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, les projets qui commencent à être financés, ça fait 10-20 ans qu'ils sont dans les tiroirs. Moi, j'avais lancé, d'ailleurs, je parlais d'innovation tout à l'heure, j'ai même créé une association qui s'appelle Innovation Bleue pour essayer d'accélérer et d'aider toutes ces innovations à sortir et les accompagner. J'ai envie de citer, moi, un sujet qui m'est très cher. Je pense, et quand je pense à votre haut métier de Vinci, au développement des infrastructures qui sont sur le littoral et en mer, on a absolument, moi j'aime beaucoup ce concept d'infrastructure à impact positif. Ce qu'on a bien compris là jusqu'à présent, c'est que justement la vie en mer, et c'est les scientifiques moi qui m'ont beaucoup sensibilisé à ça, elle se reproduit dans les 300 bandes de la bande côtière. Donc il faut véritablement arriver à préserver ces écosystèmes. Et ce concept qui est développé par des scientifiques d'infrastructures à impact positif, je veux bien qu'on mette la diapositive que je vous ai proposée, ça consiste à changer de paradigme. C'est-à-dire que quand vous allez développer des énergies en mer, quand vous allez développer éventuellement agrandir un port, et encore aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas développer d'infrastructures là où il n'y en a pas. Il faut plutôt essayer de rester sur les infrastructures, sur les zones que l'on connaît. Ah, c'est pas ça, c'est ça que j'ai envoyé. Amusant. Ah, mais ça c'est des innovations. Ah mais ça j'ai la même photo parce que j'ai réalisé un tour de France des solutions pour le climat en 2015 et à l'époque cette hydrolienne de Sabella était encore sur le quai, donc j'ai la même photo. Je me suis dit mais c'est pas possible. Non, c'est pas mes diapositives, ça aussi, mais j'ai la même. C'est pas possible, c'est les vôtres. Ah non. Alors, c'est peut-être mon équipe qui vous a envoyé ça. Ça doit être ça, parce que je me dis, c'est pas possible. Et donc, l'idée, c'est non seulement, mais j'aimerais bien envoyer celle avec les énergies marines. Ah, voilà, c'est ça. Mais ça m'a un peu perturbée. Je trouve ça formidable. L'idée, c'est de changer de paradigme. C'est demain, je veux développer des énergies en mer. C'est non pas comment je fais pour réduire mon impact sur le milieu, mais comment mon infrastructure peut-elle participer à régénérer l'océan. Et je pense que c'est cette posture qui doit absolument être, pour moi, c'est la condition sine qua non pour aujourd'hui développer des énergies marines. Et il y a des projets qui vont voir le jour en France, qui ont été encore annoncés par le Premier ministre cette semaine en Méditerranée notamment. Il y a du flottant en Méditerranée, du posé en Atlantique et même du flottant en Atlantique ou en Manche. C'est comment je peux contribuer. Et ça, il y a un formidable scientifique, Sylvain Pioche, moi, qui m'a sensibilisé à ces sujets-là. Il travaille notamment avec une filiale de la Caisse des dépôts. Il a travaillé avec Aegis Eau à une époque par exemple, sur les pipelines. Les pipelines, vous pouvez tout à fait imaginer que les cavaliers qui permettent de tenir les pipelines qui sont en béton, oui, ils peuvent tout à fait être conçus à la fois le béton que vous allez utiliser et la géométrie du cavalier doit permettre de créer finalement des abris à poissons. Il a aussi travaillé sur vous savez, quand on veut mouiller un bateau au large, les tonnes pour avoir des corps morts, on peut mettre un bête caisson de béton au fond de l'eau, mais on peut aussi concevoir ce corps mort comme étant une réserve à poissons. C'est exactement ce que propose cette vision d'artiste, c'est-à-dire qu'un champ d'éoliennes offshore, vous pouvez l'imaginer comme étant éventuellement une zone où on peut favoriser l'effet récif et l'effet réserve et donc développer, pourquoi pas, de l'aquaculture. Et donc ça appelle à un autre sujet, c'est qu'on peut concilier les usages. Il y a un très gros enjeu pour vous qui développez éventuellement des infrastructures en mer demain, c'est la conciliation des usages, c'est la planification des espaces maritimes, c'est un très gros sujet. Il y a une directive européenne sur la planification et moi je ne cesse de dire il faut vraiment, et c'est d'ailleurs dans le texte de la directive, on doit concilier les usages. Mais concilier les usages, c'est
comment je peux apporter des co-bénéfices et environnementaux et sociaux, parce que ça, c'est aussi important de le dire, et ça, tu l'as bien expliqué, Geneviève, dans les métiers, dans les formations, il va y avoir des métiers qui vont peut-être disparaître, d'autres qui vont émerger, et donc il faut accompagner les acteurs et il faut aller chercher les co-bénéfices environnementaux et sociaux. Et je peux vous dire que moi, dans tous les textes au Parlement européen, j'amende sur les infrastructures à impact positif, les co-bénéfices environnementaux et sociaux. Je pense que c'est vraiment un clé pour l'avenir. Je voudrais vraiment rebondir parce que il se trouve que je suis depuis quelques mois la présidente du comité des parties prenantes d'Ifremer. En fait, coprésidente, nous sommes deux avec Sébastien Treyer de l'IDRI, et nous avons été très vite confrontés à des conflits d'usage. Et c'est l'un des membres de notre comité des parties prenantes qui a le premier parlé. Il est d'une grande entreprise énergétique européenne, pas française, européenne, qui fait des éoliennes en mer. Et il a d'abord pensé que les pêcheurs soutiendraient son projet, puis constaté que les pêcheurs ne le soutenaient pas parce que ce projet leur paraissait contraire à la vie marine et donc à ce qu'ils font leur métier. Et en fait, la solution est technologique. La solution qu'il va appliquer, qui j'espère permettra de résoudre ce conflit d'usage, est typiquement ce qui est là, c'est-à-dire de bâtir des piliers dans une matière poreuse qui va permettre à la vie de se fixer. Et ce type de solution qui vont permettre de résoudre des conflits d'usage et de débloquer des projets qui sont dans le pipeline, tout près d'éclore, mais pas encore bloqués par ces conflits, eh ben, ça va être hyper important, plus que jamais, de les accélérer compte tenu de la crise ukrainienne. La crise ukrainienne doit être le signal, pas seulement qu'il faut économiser notre énergie, mais aussi qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement vers les énergies renouvelables. Et pour aller vite, rapidement, eh ben, il faut prendre les projets qui sont tout près d'éclore et qui sont bloqués par ce genre de problème. Et ce genre de problème peut avoir une solution technologique. Et c'est exactement le concept que vient d'utiliser Catherine, qui est celui d'infrastructure à impact positif. Voilà, donc je pense que c'est effectivement tout à fait le genre de choses qu'il faut promouvoir maintenant. Alors, si je peux me permettre de rajouter un point qui me paraît essentiel aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit, moi, j'ai vu les premiers appels à projets sur l'éolien offshore lancés en 2009. C'était au moment du Grenelle de la mer, etc. Et en France, on a pris énormément de retard et c'est compliqué. Et ça fait, moi, 10 ans que je dialogue avec les énergéticiens pour les inciter, etc. Et ils commencent à réfléchir, mais ça a été tellement compliqué pour eux d'arriver à faire émerger leur sujet que ça, ils l'ont mis un peu de côté. Moi, je dis maintenant, il faut que ce soit dans le cahier des charges, que ce soit une obligation du cahier des charges des appels à projets. Voilà, moi, c'est ce que vraiment, je pense que c'est absolument nécessaire parce que sinon, c'est pas le sujet prioritaire pour les porteurs de projets, alors qu'il y a plein de co-bénéfices. Moi, je suis marraine de la première d'une éolienne flottante qui est au large du Croisic en test depuis quelques années. Et l'industriel qui l'a développé, je lui avais posé la question parce que quand on regarde l'éolienne flottante, vous avez un poteau qui est sur une espèce de barge qui ressemble à un bassin aquacole. J'ai dit, on pourrait très bien faire de l'aquaculture dans la barge finalement. Mais il m'a dit, ça a été tellement compliqué déjà d'arriver jusqu'à l'émergence parce que arriver à convaincre des financiers de les soutenir à l'époque, ça a été, voilà. Et alors que vraiment, je pense qu'on est au moment où la compréhension, elle est générale, parce que déjà, on est là, c'est que c'est déjà une bonne, ici aujourd'hui, c'est que vous êtes sensible à ces sujets. Et là, il faut vraiment changer de vitesse, là, changer de braquet, là. Et là, du coup, je rebondis, hein, pareil. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'en effet, ça va dans le bon sens parce que quand tu parles d'appel à projet, là, justement, donc avec France 2030,
des nouveaux appels à projets qui vont sortir. Il va y en avoir sur les ENR, sur les énergies marines, et tout justement ce qui va être ces notions d'impact avec les objectifs de la taxonomie européenne, tout ce qui va être justement ces systèmes sur la biodiversité, économie circulaire, enfin les atténuation, changement climatique, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus regardé. Et maintenant, justement, quand on va donner des financements de l'argent public France 2030, ça, c'est des aspects qui vont être obligatoirement regardés et donc qui prennent de plus en plus d'importance. Donc ça, je trouve ça vraiment dans le bon sens. Après, pour enchaîner sur des exemples, du coup, côté investissement, donc en effet, donc il y a Sabela. La photo ne venait pas de moi, mais donc en effet, donc tout ce qui va être thématique hydrolienne Sabela, Airo, en effet, on est beaucoup sur le transport maritime durable, en fait, où on se dit qu'il faut vraiment sur ce sujet-là, je crois que c'est 90% des marchandises qui passent par le transport maritime au niveau mondial. Et donc, pour réussir justement à avoir un transport maritime durable, il faut vraiment un peu mixer les choses. Il y a à la fois sur toutes les solutions opérationnelles, la rénovation des bateaux, l'optimisation des rues, des flux, et aussi sur toute la partie alimentation électrique des ports. Enfin, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Mixer ça en effet avec l'énergie vélique, où clairement il y a des potentiels dessus en termes d'innovation. On voit encore des nouvelles solutions qui vont émerger d'ici 3-4 ans. On a encore terre un peu bas, mais on va encore aller plus loin là-dessus. Et en effet, on investit du coup dans Airo avec leur Ocean Wings que tu citais. On a aussi du coup Grain de Sel, voilier cargo, dans lequel on a investi récemment, et aussi du coup sur transport interne durable, tu as aussi toute la thématique des biocarburants, des e-carburants, tout ce qui va être hydrogène, ammoniac, enfin d'autres types de carburants. Et donc en mixant un peu tout ça, jouant sur l'alimentation électrique sur les ports, en jouant sur la partie énergie vélique, en jouant sur la partie carburant, en mixant ça, on va pouvoir réussir à réduire les choses et respecter de toute façon toutes les nouvelles réglementations OMI sur le sujet. Autre exemple d'investissement récent qu'on a fait, c'est Unsilabs, en fait, qui travaille sur les données satellitaires, justement sur les surveillances des océans, qui permet justement de un peu faire de la surveillance et vérifier tout ce qui est dégazage intempestif, etc. Donc voilà, donc pas mal de sujets côté invest, et côté financement aussi, on voit pas mal de projets, alors pas mal liés sur tout ce qui va être des thématiques de microalgues, aussi évidemment tout ce qui va être protéines, insectes, etc. Aussi sur le biomimétisme, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui peuvent nous aider sur la partie biomimétisme. On a financé entre autres des choses avec le CBIOS. Voilà un peu les exemples qui viennent en tête, et puis évidemment du Blue Océan, mais là je te laisse en parler, l'opération qu'on a fait en commun avec Sven Capital. Je te laisse rebondir. Voilà, je pense que c'est une super transition. L'objectif là maintenant, c'est de parler peut-être un peu moyen, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui sont poussées. Comme on dit, alors, t'aimais pas qu'on t'appelle l'investisseur, Émilie, tout à l'heure, mais bon, voilà. Donc l'objectif, c'est là que vous nous disiez un peu plus comment ça marche, vraiment comment on fait pour avoir accès à ces investissements, quelle typologie d'investissement vous avez fait il n'y a pas longtemps, qui peut être un exemple aussi pour des personnes qui nous écoutent, qui ont des projets et qui ont envie de les porter haut et fort. Je pense que là, c'est intéressant qu'on comprenne un peu la mécanique et vos derniers projets. D'accord. Donc, nous, quand on investit, on va chercher deux choses. Donc je le redis, c'est l'impact systémique, donc un impact positif sur l'océan, et puis une opportunité de marché attractive qui va générer des retours sur investissement de marché. Donc, après, comment on le fait? Nous, on a une approche, on a dual, c'est-à-dire qu'on part parfois des problèmes, donc la surpêche par exemple, et on va chercher des solutions, donc de façon très proactive. C'est vraiment une approche top-down, et on va dire voilà, surpêche, une des solutions, ça peut être l'aquaculture, mais l'aquaculture elle-même, pour qu'elle soit durable, il faut résoudre un certain nombre de problèmes, donc il faut qu'elle arrête de polluer. Et puis, il faut qu'on arrête de nourrir les poissons d'élevage avec du poisson sauvage. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, ça ne nous aide pas vraiment à résoudre la problématique de la surpêche. Et donc, on va investir dans des protéines alternatives d'insectes, par exemple, pour remplacer la farine de poisson. Donc ça. Et le krill, surtout le krill. Je parle du krill parce que je suis très engagée dans la protection de zones autour de l'Antarctique.
Et ces zones autour de l'Antarctique, elles sont victimes de la surpêche, en particulier surpêche de krill. Et c'est quand même très dur de comprendre que ce krill, il est essentiellement utilisé pour faire des farines, pour nourrir des poissons en aquaculture. Donc c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est vraiment très nocif. Et ça, c'est le type de mécanisme auquel il faut absolument mettre un terme. En revanche, si on attrape beaucoup de moustiques pour en faire de la farine de poisson, je ne suis pas contre du tout. Je suis tout à fait d'accord. J'ai des souvenirs de moustiques tunisiens que j'aurais bien réemployé pour ça. Absolument. Très bien. Et puis l'autre approche, c'est qu'on reçoit effectivement beaucoup d'opportunités. On va les screener, donc on va les analyser, toujours sur ces deux critères. Donc moi je dirais pour les porteurs de projets, en tout cas si vous êtes intéressé par avoir des investisseurs qui ont cette approche d'impact, donc qui vont au-delà de juste chercher un retour sur investissement, et qui je pense peut être des partenaires, des bons partenaires pour les entrepreneurs engagés. Pensez à travailler non seulement sur votre business plan, votre stratégie d'entrée sur le marché, mais à travailler aussi votre stratégie d'impact. C'est aussi central pour nous que la stratégie d'investissement. Et puis sinon, peut-être pour donner des exemples, c'était ça ce que tu... Oui, je pense que c'est bien de visualiser un peu mieux vos activités. Les algues, non? Vous faites quelque chose avec les algues? Les sargasses, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. On regarde. Alors, sur les algues, on n'a pas encore fait d'investissement dans les algues. Pour l'instant, je vais vous donner un exemple de sujet qu'on est en train de creuser. C'est une algue qui s'appelle Asparagopsis taxiformis, en fait, qui est une algue rouge. Quand on la rajoute à l'alimentation, en quelques pourcents en fait, dans l'alimentation des bovins, en fait, on élimine pratiquement les émissions de méthane dans l'élevage des bovins. Et donc, voilà, nous, ça nous intéresse de pouvoir investir dans ce type de technologies qui sont à la fois marines, mais à la fois résolvent une des problématiques, enfin, contribuent à résoudre une des problématiques principales, une des causes principales du changement climatique. Et alternative au plastique, par exemple, ou plastique réellement biodégradable Alors, par exemple, moi j'ai visité justement en Tunisie une usine dans laquelle les algues étaient utilisées à la fois pour l'alimentation, mais aussi pour le contenant. Et par exemple, vous aviez des bouteilles transparentes qui ressemblent à des bouteilles en plastique, mais qui étaient faites en algues. Et si vous avez très faim, à la fin, vous pouvez même la manger. Donc, vous avez ce genre de choses. Oui, tout à fait, ça existe. Alors, nous, dans notre stratégie pour trouver des solutions à la pollution plastique, on va finalement assez peu se concentrer sur les nouveaux contenants, emballages biodégradables. Pourquoi? Parce que pour qu'une solution... alors déjà, en fait, si on imaginait qu'on remplaçait tous les emballages aujourd'hui en plastique avec des emballages biodégradables et qu'on ne résolvait pas le problème de la collecte et de la réutilisation, et que tout ça finissait, parce que tout finit, tout ce qui n'est pas collecté va finir dans la mer à un moment, en fait, on créerait une pollution organique qui n'est pas souhaitable non plus. Donc, ça ne peut pas être une solution à très grande échelle, et en tout cas la solution unique à grande échelle, de notre point de vue. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut à la fois, et ça c'est vrai pour toutes les solutions dans lesquelles on investit, et là ça va contribuer à répondre un peu plus à ta question, il y a 3 critères pour qu'on arrive vraiment à une solution fonctionne à grande échelle. Il faut qu'elle soit... en fait, elle soit plus durable. Donc, la biodégradabilité, c'est une forme de durabilité, plus durable que les solutions historiques. Donc, emballage biodégradable par rapport à un emballage plastique à usage unique. Il faut qu'elle soit performante. Et là, déjà, le biodégradable a des problèmes, c'est qu'il faut qu'elle soit au moins aussi performante que le plastique qu'elle veut remplacer. Et là, sur des emballages à partir d'algues ou de pommes de terre ou autres, on a en général des problèmes de performance, de barrière à l'oxygène. Et donc, c'est bien, finalement, ça ne pourra pas, enfin, sauf innovation supplémentaire, ça ne pourra pas se mettre à l'échelle à cause de cela. Et troisièmement, il faut que c'est une compétitivité prix. C'est-à-dire qu'il y aura une adoption à grande échelle que si c'est compétitif en termes de prix.
Et donc, même si ça fonctionne, c'est durable, mais que c'est trop cher, ça restera niche, ça restera un produit peut-être de marketing, et on ne réalisera pas l'impact à grande échelle qu'on souhaite. Donc vraiment, nous, c'est 3 critères très importants. Et alors des exemples où les 3 critères sont réunis? Bon, bah, je vais élaborer sur NC Labs. Donc, on investit dans NC Labs, donc c'est une société qui donc de nanosatellites. Alors, il faut imaginer des... 2 petites secondes. Malheureusement, Catherine Chabot doit nous quitter. Ah. Donc, je suis confuse et en plus, je suis super intéressée par vos nanosatellites, mais j'ai un train à prendre et ça, lui, il ne va pas attendre. Tout sera en replay. Même pour vous. Donc, si vous voulez avoir la fin d'intervention de Christian, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller sur Léona et vous aurez tout, même en anglais. Voilà. Ce que j'avais envie de dire avant de partir, moi j'ai lancé il y a d'abord rebondir sur les plastiques. C'est impératif de travailler, d'avoir une approche totalement systémique. Sur tous les sujets, il faut avoir une approche systémique, mais là en particulier, c'est pas parce qu'effectivement il faut agir en amont sur déjà l'éco-conception, la réduction des polymères, éventuellement la fin de certains matériaux et la gestion des déchets, qu'il ne faut pas forcément qu'il faut pas écarter les solutions sur des matériaux alternatifs. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur les matériaux biosourcés en alternative aux fibres de verre polyester de nos bateaux qui constituent 80% des matériaux des bateaux de plaisance. Et bon, c'est lent à mettre tout ça en œuvre, mais il faut vraiment travailler dans tous les compartiments du jeu. Moi, ça me semble essentiel. Pour conclure, moi, ma petite conclusion à moi, c'est que j'avais envie de vous dire que dans cette affaire, ma conviction, c'est qu'on a tous notre part à faire et que voilà, l'avenir de la planète, ça n'est pas que nos dirigeants, ça n'est pas que les États, donc pas que les collectivités, pas que la réglementation, pas que les entreprises, pas que les associations ou pas que les citoyens, mais c'est nous tous à la fois. Et il y a 4 ans, j'ai lancé un appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun. C'est cette notion de bien commun au regard à la fois des services écosystémiques que rend l'océan à l'humanité, au regard de toutes les pressions qu'il subit. On doit tous vraiment œuvrer et aller dans ce sens pour préserver ce bien commun. Et c'est une notion que j'essaie de promouvoir et au Parlement européen, mais aussi au niveau international. Et voilà, c'était mon message avant de partir. On a tous notre part à jouer. Donc, je vais aller prendre mon train. Merci à vous et je trouve que c'est vraiment passionnant et je vous donnerai des contacts pour les prochaines étapes. De vos, voilà. Moi, je trouve ça formidable que vous ayez pris cette initiative et merci. Ravie de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. On va repartir sur les nanosatellites parce que moi, ça m'intéressait beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Oui, donc c'est des nanosatellites c'est facile à visualiser parce que c'est à la taille d'un sac à dos. Donc voilà, faut imaginer ça. Et en fait, cette société qui est française a développé des capteurs de signaux électromagnétiques qui sont propriétaires et qui permettent en fait, de géolocaliser les navires qui éteignent leurs balises de positionnement. Et c'est en fait ce que font les navires quand ils font de la pêche illégale ou quand ils dégazent. Et donc, et en fait, c'est une solution qui est déjà qui est nouvelle et unique. Il n'y a qu'une seule société au monde aujourd'hui qui, en dehors de NC Labs, qui a développé cette technologie. Elle est en Californie. Mais voilà, pour des raisons techniques, NC Labs est la seule qui fonctionne aujourd'hui. Et ça change complètement la donne sur, en fait, sur la gouvernance de l'océan pour moi, parce que aujourd'hui l'océan c'est quand même le Far West. Quand on a envie de faire quelque chose qu'on veut garder caché, bon, il y avait aucun problème pour le faire jusqu'à NC Labs. Et donc c'est un exemple de technologie, d'innovation qui a vraiment un impact systémique pour nous parce que c'est une solution fondamentale pour résoudre la problématique de la pêche illégale. Tant qu'on ne saura pas qui fait de la pêche illégale, on ne pourra jamais résoudre ce problème. Et donc, cette technologie permet de le faire. Alors, ça ne suffit pas de savoir, hein, il faut aussi agir. Donc, c'est qu'un premier maillon dans la chaîne de causalité pour résoudre cette problématique, mais c'est le maillon fondamental.
et c'est une innovation qui l'apporte. Et la pêche illégale, c'est, selon les estimations, au moins un poisson sur 5 qui est pêché. Donc c'est voilà, c'est quelques millions. Alors, on est un petit fonds, comme vous le disiez, on n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est en se concentrant sur les solutions qui ont vraiment un impact à grande échelle comme ça, qu'avec des petits moyens, finalement, on peut essayer d'avoir un impact à très grande échelle. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez parler de votre relation BPI, Swan Capital? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça marche? En fait, donc, ouais, Bpifrance, donc, faut voir qu'on est à la fois sur la partie financement et la partie investissement. Donc, quand je réagissais tout à l'heure, c'est qu'en effet, du coup, on fait de l'investissement direct. En fait, on fait de l'investissement indirect du fonds de fonds. Ensuite, les gestions comme Zen Capital. Et on a aussi, du coup, toute la partie financement et financement de l'innovation. Et c'est pour ça que tous ces projets dont on parle, en effet, comment dire, avec des produits biosourcés, des emballages verts, etc., on en voit beaucoup côté innovation, des innovations deep tech, vraiment de la R&D, etc., mais du coup, qui n'est pas encore en phase d'investissement et trouver justement encore des investisseurs parce qu'on n'est pas encore sur une solution techno encore suffisamment mature ou qui a suffisamment de ROI pour intéresser les investisseurs. Donc là, c'est vrai qu'on est plus sur une phase d'innovation, mais c'est vrai que là, ce qui est prometteur, c'est qu'on en voit vraiment beaucoup sur le sujet, même côté académique qui travaille de plus en plus là-dessus, de plus en plus de deep tech sur ce sujet-là, qui fait qu'on va avoir de plus en plus d'innovations qui vont réussir à grandir ou monter en TRL et qui vont permettre justement d'aller jusqu'à ces phases de maturité et trouver des investissements. Voilà, donc, et ensuite, donc, alors pour la relation investisseur, là c'est pour ça que je vais te laisser la balle parce que moi je ne suis pas côté fonds de fonds, donc tu sais plus que moi, mais donc en effet on a déjà fait plusieurs opérations ensemble. Oui, en fait, donc comment BPI est devenu investisseur dans le fonds Blue Ocean, en fait ça s'est fait à travers Ifremer. Parce que nous, en fait, depuis le début de ce projet, on a voulu associer, voilà, on a voulu réunir à la fois des investisseurs, des gens passionnés de l'océan, de toute l'équipe. Voilà, dans notre équipe, on a des apnéistes, mais on a des surfeurs, on a des navigateurs, voilà. Mais aussi, bon, la plateforme de Swan, qui est une plateforme très solide, hein, elle gère 6,7 milliards d'euros, elle a de bonnes performances et puis on a vraiment toujours voulu aussi avoir un partenaire scientifique parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'océan, c'est complexe. Et donc, quand on dit notre mission, c'est d'avoir un impact positif sur l'océan, c'est de régénérer la santé de l'océan, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à réaliser. Parce que quand on va investir dans une solution, que je parlais par exemple des protéines d'insectes, fantastique, ça va remplacer la farine de poisson ou le krill, et donc ça a un impact positif de ce point de vue-là. Mais pour élever les insectes, il va falloir chauffer des salles et on va dégager du gaz à effet de serre et on va contribuer au changement climatique. Il y a des pays tropicaux où ce n'est pas nécessaire de chauffer. Alors, la société dans laquelle j'investis, c'est sa première usine en Tunisie. Voilà, donc très bien. Effectivement, elle a contribué, elle a répondu à ce problème en partie de cette façon-là. Mais déjà, il faut se poser la question et en avoir conscience pour pouvoir avoir vraiment un impact positif net. Donc, il faut vraiment une analyse à 360 degrés, comprendre tout ce qui ramène à l'océan, et en fait, tout ramène à l'océan, c'est ce que tu disais. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement complexe, et avoir un partenaire scientifique pour nous accompagner dans cette analyse d'impact, c'est indispensable. Et puis, l'autre sujet, c'est que investir dans les solutions basées sur l'océan, c'est difficile parce que l'océan, c'est à la fois magnifique, c'est fascinant, mais c'est un environnement difficile. Voilà. Ouais. Tout ce qu'on met dans l'océan va se mettre à rouiller, va être attaqué par la vie, parce que la vie est tellement florissante dans l'océan quand on la laisse tranquille qu'il y aura toujours du fouling et autres. Donc savoir développer des technologies, des innovations dans l'environnement océanique, c'est extrêmement complexe, et un partenaire scientifique comme Ifremer est absolument indispensable. Donc, on a engagé ce dialogue il y a très longtemps avec Ifremer. Et quand ça a commencé à prendre forme, Ifremer s'est dit, voilà, nous, on peut apporter l'aspect scientifique. Par contre, pour investir dans un fonds, on a besoin d'experts des fonds. Et il paraît que BPI s'y connaît. Voilà. Et donc, ils ont appelé BPI. Ok, c'est un peu plus clair. Ça résonne beaucoup, notamment le fait que vous ayez besoin d'experts. Nous, changement climatique, océan, on est vraiment de plus en plus proactifs dans notre manière de développer les projets, de réfléchir à l'impact des projets. Et j'ai envie de dire, on est même de plus en plus conscient. Mais par contre, la difficulté, c'est comment on fait pour développer cette conscience de l'impact.
et comment la mesurer. Et je pense que là, il y a un vrai intérêt à ce que nous, grands groupes, on soit vraiment bien intégrés dans un écosystème qui est celui des politiques publiques, celui des chercheurs comme l'IFREMER, et qu'on apprenne, qu'on se connaisse et qu'on apprenne à travailler ensemble. Et je pense que là est tout l'enjeu, et c'est là où on peut développer les pilotes, on peut développer l'innovation en ayant conscience des enjeux et des ambitions de chacun dans notre propre écosystème. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle avant de clore, si c'est le moment ou jamais. Voilà, je l'ai dit. Ah, oui. Je me demandais tout ce qui est environnemental pour que ça soit vraiment, pour parler de cette économie circulaire, ce côté vraiment environnemental, à quel moment ça sera vraiment opérationnel, enfin dans quel, mais 2030, comme les voitures électriques, à quel moment ça sera vraiment pensé dans la projection, à quel moment ça sera vraiment sera dans ce système d'environnement, quoi. Voilà. C'est 2030, Geneviève, vous l'avez dit. Ce que j'ai Non, j'avoue que je n'ai pas compris la question. La question, c'est quand est-ce que l'économie circulaire sera en place? Voilà, vraiment. L'économie circulaire. Vraiment. Écoutez, ça dépend. Alors, si vous prenez les aspects législatifs, les textes sont sur la table, hein, au niveau européen du moins. Mais après, vous avez des aspects de comportement. Et donc, ça va. Exactement comme je pense Catherine l'a dit, hein, ça va dépendre de chacun de nous, hein. Par exemple, la façon dont vous nettoyez votre vaisselle, la façon dont vous faites votre lessive, la façon dont vous triez vos déchets, tout ça, ça a un impact sur l'océan. Tout. Et même si vous êtes quelque part en Europe où vous n'avez pas de lien évident avec l'océan. Donc, voilà, c'est pour ça que cette notion de ruissellement est importante et cette notion de responsabilité individuelle. Si on prend conscience qu'on est sur un gros ballon bleu et qu'il y a des points hauts et il y a des points bas, que les points les plus bas, c'est la mer, tout ce que nous faisons a un impact sur l'océan et donc il y a une responsabilité individuelle et c'est vrai également pour l'économie circulaire. Donc, il faut qu'on apprenne à acheter moins, ou il faut qu'on apprenne à réutiliser. Et quand vraiment les choses sont en fin de vie, il faut qu'on fasse exactement ce qu'il faut pour que ce soit recyclé. Mais c'est vrai pour les concepteurs de produits aussi. Par exemple, vous avez dans les smartphones, vous avez des terres rares. Elles sont rares, ces terres. Et les gens s'entretuent pour avoir accès aux terres rares. Pour certains pays, comme le Congo, la présence de richesses naturelles peut être considérée comme une malédiction, hein, parce que ça ne va pas profiter au plus grand nombre, ça va être un enjeu de conflit, un enjeu de pouvoir, un enjeu d'argent, etc. Bon, bref. Ces terres rares, elles sont utilisées dans les smartphones sans pour l'instant être réutilisées. Mais si vous concevez votre smartphone de façon à, premièrement, utiliser très peu de ces terres rares, voire d'ailleurs un jour utiliser des substituts, mais aussi de façon à ce que le design vous permette d'aller récupérer cette terre rare en fin de vie et la réutiliser, vous avez déjà fait un grand progrès. Donc c'est chacun de nous, du concepteur à l'utilisateur, qui est responsable de cette économie circulaire. Mais pour répondre aussi à votre question, les textes sont là au niveau européen. On a été les premiers à interdire les plastiques, la production de plastique à usage unique. Donc ça, c'est quand même quelque chose on est en avance là-dessus et ça se répand. Je reprends l'exemple de la Tunisie parce que je le connais bien, ce pays. Pratiquement dans les mois qui ont suivi l'interdiction de plastique à usage unique en Europe, la Tunisie a fait de même. Voilà. Donc c'est une contagion positive. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir comment fait-on concrètement pour vous contacter, vous investisseurs, et vous présenter des projets justement liés à l'antipollution pour
notamment l'antipollution marine, puisque je parle déjà pour mon cas, puisque je porte un projet, vous l'avez dit, que la pollution des océans provient majoritairement notamment des cours d'eau intérieurs. Et au sein de Vinci Construction Maritime et Fluviale, on porte un projet d'anti-pollution en installant des filets récupérateurs de déchets en sortie d'émissaires et d'exutoires. Et donc, nous sommes notamment à la recherche aussi d'aide et de financement pour déployer ce projet le plus largement possible. Donc concrètement, du coup, oui, donc du coup, c'est sur une recherche de financement, pas d'investissement. Là, comme je vous disais tout à l'heure, BPI France, on a des directions régionales où on a chacun des métiers qui est représenté. Donc, en fonction de où vous êtes localisé, je peux vous donner le contact de la direction régionale directement avec le délégué innovation pour voir quelle solution de financement on a, soit en aide, soit en prêt inno, enfin, en fonction de l'étape de maturité où vous en êtes dans votre projet. merci. Merci, Émilie. D'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup. Il me reste à conclure. Cet épisode, cet événement aujourd'hui sera bien sûr disponible à tous en replay, en français, en anglais sur le site de Léonard. Je vous invite aussi à tout de suite prendre rendez-vous sur notre prochain événement qui sera le 13 avril, qui sera celui-ci beaucoup plus spécifique. La thématique, c'est les énergies marines renouvelables. Donc là, on est sur une thématique un peu plus technique, un peu plus projet. Voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment le chapeau. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places sur Eventbrite. Et merci encore de nous avoir suivis. Et on continue ensemble l'exploration sur les prochains mois. Merci.